Je le répète tout de suite, cette vidéo elle va pas résoudre l'hypothèse de Riemann. Si j'avais une preuve, je serais pas en train de faire une vidéo YouTube. En revanche, on peut poser une autre question. Quand une grande avancée mathématique arrive, qu'est-ce qui l'a rendue possible? Est-ce que c'est juste une déduction de plus? Est-ce qu'on a découvert une vérité qui attendait autre part? Ou alors est-ce qu'on a inventé une idée de nulle part? Ou alors est-ce qu'il se passe quelque chose de peut-être plus subtil? C'est cette subtilité-là possible que je veux explorer aujourd'hui. Cette vidéo elle fait suite à une vidéo précédente, donc pour celles et ceux qui l'ont pas vue, on va faire un petit résumé. On entend souvent ce type de question, est-ce que les maths sont découvertes ou est-ce qu'elles sont inventées? Cette question-là, elle mène à deux grandes positions. On a le platonisme, qui dit que les mathématiques existent abstraitement et indépendamment de nous, et le nominalisme, qui lui va refuser de s'engager envers l'existence d'objets mathématiques abstraits et indépendants de nous. Ces deux positions, elles ont leurs arguments, donc que j'ai discuté dans cette vidéo, que je vous invite à voir. Aujourd'hui, je veux sortir de ce face-à-face pour essayer de trouver une position dans laquelle on pourrait dire que les mathématiques seraient à la fois inventées et découvertes à certains égards. Pour ça, on va regarder déjà comment est-ce que les découvertes qui ont déjà été faites se sont faites au niveau historique. Alors avant de passer à l'histoire, on va d'abord voir comment est-ce que les mathématiques fonctionnent aujourd'hui, au moins dans leur forme moderne. Dans les vidéos précédentes, j'ai présenté les mathématiques modernes comme largement structurelles. On s'intéresse pas juste à des objets isolés, on s'intéresse surtout aux relations, aux opérations et aux propriétés qui organisent ces objets. Dans l'idéal, une théorie mathématique, elle peut être présentée par des axiomes, puis étudiée par déduction. Dans un manuel, on a parfois l'impression que les maths c'est simple, on pose des axiomes et on déduit des théorèmes, mais c'est une partie importante de l'histoire, mais c'est pas toute l'histoire. Dans les mathématiques réelles, on n'a pas juste une liste d'actions parfaitement fixée, mais on a aussi des exemples, des analogies, des notations, des intuitions, des modèles, des reformulations. Donc les fondements comme ZFC, ETCS ou HOT, ils permettent de formaliser beaucoup de choses, mais ils ne disent pas à eux seuls pourquoi certains axiomes, certaines présentations ou certains concepts sont choisis plutôt que d'autres. C'est exactement ici que revient notre question. Est-ce qu'on les découvre, ces bons cadres, ou est-ce qu'on les invente? Eh bien, il est clair qu'il y a une part de choix. Des théories différentes, avec des axiomes très différents, peuvent capturer les mêmes faits. Par exemple, les géométries euclidiennes d'Hilbert et de Tarski ont la même géométrie élémentaire, la géométrie d'Euclide, mais avec des axiomatiques différentes. Dès qu'il y a plusieurs façons de présenter une même structure, il y a au moins une part de convention. Penser cette part de choix, on peut partir de Carnap. Alors, j'en avais parlé dans la vidéo précédente et je l'avais rapproché du nominalisme. C'est pas complètement faux, mais c'est un peu trop rapide. Dans Empiricism, Semantics and Ontology de 1950, Carnap dit pas juste les objets abstraits n'existent pas, il distingue deux types de questions. D'abord, les questions internes à un cadre linguistique. À l'intérieur de l'arithmétique, on peut se demander s'il y a un nombre premier entre 10 et 20 et ça a un sens précis. La réponse, elle est mathématique. Alors si on demande de vue de l'extérieur si les nombres existent vraiment comme des objets indépendants, c'est plus du tout le même type de question. Carnap, si on traite cette question comme une question factuelle ordinaire, on se trompe de niveau. Le choix d'un cadre relève plutôt d'une décision pratique. Est-ce que ce cadre est clair? Est-ce que ce cadre il est fécond? Est-ce que ce cadre il est utile? Est-ce que ce cadre il est efficace? Autrement dit, avec Carnap, on peut faire des mathématiques comme si les nombres, les ensembles et les fonctions étaient des objets, sans transformer immédiatement cette pratique en un engagement métaphysique fort. Pour ça, Carnap il s'appuie sur la distinction entre les énoncés synthétiques, les énoncés qui sont vrais en vertu de ce qui se passe dans le monde, et les énoncés analytiques, qui sont vrais en vertu de leur signification ou des règles du cadre adopté. Cette distinction-là, elle rend possible une forme de conventionnalisme. Une partie de notre connaissance dépend de cadres, de langage et de règles que nous adoptons, tandis qu'une autre dépend du contenu empirique auquel ces cadres sont appliqués. C'est précisément ce que Quinn, dont on a parlé la dernière fois aussi, va contester. Dans Two Dogma of Empiricism, en 1951, il critique la séparation nette entre les énoncés analytiques et les énoncés synthétiques. Pour lui, les énoncés ne sont pas confirmés un par un isolément, ils appartiennent à un réseau théorique global. Dans On What There Is, il ajoute aussi un critère célèbre d'engagement ontologique, être, c'est être la valeur d'une variable liée. Autrement dit, si nos meilleures théories quantifient indispensablement sur des objets mathématiques, il devient difficile de dire que nous ne sommes pas engagés envers eux. Et c'est pour ça qu'on a un débat Quinn-Cartnap, qui est très important ici, parce que Cartnap nous aide à comprendre la partie conventionnelle des mathématiques, mais Quinn nous rappelle que cette convention-là, elle n'est pas gratuite, elle s'inscrit dans des théories qui prétendent décrire ou organiser le réel. Alors à partir de là, je vais m'éloigner un peu de Carnap pour proposer une lecture un peu plus générale.
En maths, les axiomes, les présentations, les notations et les objets auxiliaires, ils ont bien une part conventionnelle. Ils sont choisis, formulés, stabilisés par une communauté mathématique. Et en ce sens-là, ils sont inventés. Mais cette fois, ils sont pas arbitraires. Ils sont évalués selon des contraintes pour la cohérence, la puissance déductive, la simplicité, la fécondité, la capacité à unifier des résultats, la compatibilité avec les pratiques existantes, l'aptitude à faire apparaître des nouveaux problèmes. Donc inventer, attention, ça veut pas dire arbitraire. La formule la plus juste, ce serait plutôt les mathématiques sont inventées sous contrainte. Une fois qu'on a adopté un cadre, on a un autre mouvement. Dans une lecture carnatienne, les conséquences démontrables à partir des axiomes peuvent être comprises comme analytiques relativement au cadre choisi. Elles découlent des règles, des définitions, des axiomes admis, mais historiquement les choses elles se passent pas toujours dans cet ordre-là. Les mathématiciens, ils parlent plutôt de résultats, de pratiques, d'exemples de problèmes déjà reconnus comme importants, puis ils cherchent un cadre qui est capable de les organiser et de les justifier. On a donc deux mouvements qui sont complémentaires. D'abord un mouvement historique ou heuristique qui va construire les mathématiques en quelque sorte à l'envers en cherchant les axiomes, les définitions ou les structures qui sont capables d'expliquer ce que la pratique mathématique a déjà fait apparaître. Et ensuite, on a un mouvement déductif. Une fois que le cadre est posé, on va explorer ses conséquences, y compris des théorèmes qu'on n'avait pas anticipés au départ. Et c'est là que l'opposition entre invention et découverte, elle commence à se dissoudre. On a une invention dans le choix des cadres, des axiomes, des présentations et des outils, mais il y a une découverte dans les contraintes que ces choix révèlent, et dans les conséquences imprévues qu'elles imposent, et dans les structures qui apparaissent une fois le cadre exploré. Donc cette position, elle va laisser de côté une grande partie de la pratique mathématique. Par exemple, pour les matrices. Une matrice, au départ, on peut le considérer comme un tableau de nombres, sauf que son produit, il est un peu étrange. Pour obtenir le coefficient de la ligne I et de la colonne J, on utilise une formule qui semble un peu compliquée. Visuellement, on peut y voir un produit scalaire entre la ligne I de la première matrice et la colonne J de la deuxième. Alors pourquoi ce choix? Pourquoi on ne pourrait pas juste multiplier les cases une par une? Ce serait plus naturel à première vue. La réponse c'est qu'une matrice, elle ne sert pas juste à ranger des nombres. Elle représente, dans une base, une transformation linéaire. Par exemple une rotation ou une homothétie. Et donc, dans le cadre de cette représentation, ce qu'on voudrait, c'est que multiplier deux matrices, ça corresponde à composer deux transformations linéaires. Et dans ce cas, c'est ce produit de matrice qui s'impose. Il n'y a rien qui oblige conceptuellement à représenter ces transformations par des matrices, mais on choisit cette représentation, et la règle du produit n'est donc pas libre. On invente donc le tableau et la règle de calcul, mais cette invention est calibrée pour représenter correctement ce qu'on manipule et pour simplifier les calculs. Donc on peut élargir l'idée de convention. Les seuls choix possibles ne sont pas les axiomes. Il y a aussi les présentations et les outils. J'ai déjà évoqué dans une précédente vidéo deux constructions équivalentes des entiers naturels, et aucune n'est a priori la vraie construction qui existerait dans la nature logique et qu'on découvrirait. Le structuralisme propose donc une autre lecture. On construit, plusieurs fois, la même structure. Mais en fait ça ne règle pas le statut des constructions elles-mêmes. Et ça, c'est le conventionnalisme qui apporte une réponse. Le choix de la construction est une convention, et on choisit une présentation parmi plusieurs possibles, et on ne découvre pas ces présentations ensemblistes, mais on les invente bien. Pour éviter les confusions, on peut distinguer trois niveaux. D'abord la structure, c'est-à-dire ce qui reste invariant d'une présentation à l'autre. La présentation, c'est-à-dire les axiomes, constructions ou modèles qu'on choisit pour représenter cette structure. Et enfin les outils, c'est-à-dire les notations, les diagrammes, par exemple les matrices, les coordonnées ou formalismes qui permettent de la manipuler. On va prendre cette idée comme point de départ. Les mathématiques inventent donc des cadres, mais ces cadres révèlent des contraintes. Pour comprendre comment ça va fonctionner concrètement, il faut passer par l'histoire des maths. Alors non pas l'histoire comme une liste de grands noms, hein, mais l'histoire comme une dynamique de problèmes. Et je vais vous proposer deux moteurs. Un moteur de découverte, qui met au jour une contrainte déjà présente, et un moteur d'invention, qui crée un nouvel outil lorsque l'ancien cadre bloque. Alors d'abord pour la découverte, ici découvrir, ça veut pas dire contempler des objets qui préexistent déjà dans un monde platonicien. Découvrir, c'est-à-dire mettre au jour une contrainte déjà présente dans une pratique, dans un calcul, dans une preuve, dans une famille d'exemples ou dans une analogie. Pour ça, on a deux opérations. D'abord l'abstraction, ensuite la distinction conceptuelle. L'abstraction, c'est le voir du même dans du différent. On part d'objets qui sont apparemment distincts et on remarque qu'ils partagent certaines propriétés. Les entiers, les rationnels, les réels et les complexes ont des opérations.
Certains ensembles de nombres vérifient des lois similaires. Les permutations et les symétries d'une figure composent leurs actions d'une façon qui est comparable. À force d'oublier les détails particuliers, on fait apparaître une structure plus générale, les groupes, les anneaux, les corps, les espaces vectoriels, les espaces topologiques et bien d'autres. On peut faire le mouvement inverse dans la distinction conceptuelle. On peut voir du différent dans ce qu'on traitait comme identique. On utilise jusque-là un objet de manière globale, puis on s'aperçoit qu'en fait, il présente des comportements très différents selon certaines propriétés. Et donc toutes les fonctions ne se ressemblent pas. Certaines sont continues, certaines sont dérivables, certaines infiniment dérivables, certaines analytiques, certaines intégrables au sens de Riemann, ou finalement au sens de Lebesgue. Et quand on nomme ces différences, on découvre des frontières conceptuelles qui sont déjà à l'œuvre dans les exemples et dans les preuves. Et vous remarquerez que ces deux mouvements, ils sont réciproques. L'abstraction part de plusieurs objets et cherche une structure commune, alors que la distinction part d'une classe d'objets et cherche des propriétés qui la divisent de manière pertinente. Dans les deux cas, on découvre moins des choses cachées que des contraintes déjà opérantes. Mais comment les idées apparaissent-elles vraiment? Pour ça, on peut mobiliser Reichenbach. Une idée peut apparaître d'une analogie, d'un dessin, d'un calcul, d'une erreur, d'une notation ou d'un problème concret, puis être reconstruite plus tard sous une forme propre. Reichenbach propose une distinction utile pour présenter cet écart, le contexte de découverte et le contexte de justification. Il y a la manière dont une idée apparaît vraiment, et de l'autre, il y a la manière dont cette idée est ensuite validée, présentée et rendue acceptable. Reichenbach donne un outil de tri. L'histoire réelle d'une idée et sa reconstruction rationnelle ne se confondent pas toujours. Un contexte de découverte, c'est la genèse effective d'une idée. Une idée mathématique, elle peut naître d'un calcul expérimental, d'un dessin, d'une analogie physique, d'une notation plus commode, ou d'une erreur qui révèle quelque chose, ou d'un problème concret qui oblige à changer son point de vue. Souvent, c'est désordonné, c'est partiel, c'est provisoire. On essaye, on modifie, on se trompe, on commence. Le contexte de justification, lui, va concerner la manière dont cette idée est ensuite contrôlée. En mathématiques, ça passe généralement par une preuve. On rédige, on définit les objets, on précise les hypothèses, on vérifie les implications, on élimine les ambiguïtés. L'idée devient acceptable parce qu'elle peut être relue, critiquée et vérifiée par d'autres. Cette distinction est importante parce qu'une preuve publiée, elle donne souvent une illusion de propreté. On lit une définition, puis un théorème, puis une preuve de ce théorème, et tout semble avoir pensé dans cet ordre. On a l'impression que le mathématicien a commencé à poser les bonnes définitions, puis à dérouler tranquillement la démonstration. Mais l'histoire réelle, elle est souvent beaucoup moins propre. Les définitions arrivent parfois après les exemples, les notations précèdent parfois les concepts. Une preuve élégante peut être le résultat final d'années de tâtonnements, d'essais ratés, de cas particuliers, de reformulations et de choix techniques qui disparaissent presque entièrement du texte publié. Quand on lit une démonstration bien écrite, on ne voit généralement pas les brouillons derrière. On ne voit pas les fausses pistes, les dessins inutiles, les calculs qui ne mènent nulle part et les hypothèses ajoutées, puis retirées. Le texte final donne une forme rationnelle à une découverte qui, dans son apparition réelle, peut être beaucoup plus chaotique. Attention, la découverte et la justification, ce ne sont pas des mondes complètement séparés. En maths, une preuve peut modifier le concept qu'elle prétend seulement justifier. En essayant de démontrer un résultat, on peut découvrir qu'une définition était trop vague, qu'une hypothèse était cachée, ou alors qu'un contre-exemple oblige à reformuler toute la question. Reichenbach il permet d'éviter une première illusion, c'est de croire que les mathématiques se découvrent dans le même ordre qu'elles sont ensuite exposées. Mais cette distinction, elle est insuffisante si on la comprend trop rigidement. Une preuve peut faire apparaître une hypothèse cachée, un contre-exemple, et forcer une nouvelle définition, et une erreur peut donc devenir le moteur d'un nouveau concept. Et ça, c'est ce que Lakatos permet de penser. Lakatos, il va plus loin. Parfois, la preuve, elle transforme le concept même qu'elle devait seulement justifier. Dans Proof and Refutations, il critique l'idée trop propre des mathématiques comme succession de définitions parfaitement fixées, de théorèmes puis de preuves. Son idée, elle est beaucoup plus vivante. Les mathématiques avancent souvent par une dynamique qui est beaucoup moins linéaire, conjecture, tentative de preuve, contre-exemple. Et ensuite, on corrige, on modifie l'énoncé, on ajuste la preuve, on ajoute une hypothèse, on précise une définition, on découvre un lemme caché, ou on transforme complètement le concept initial. Et le point décisif chez Lakatos, c'est le rôle positif du contre-exemple. Le contre-exemple, ça sert pas juste à dire c'est faux, il révèle une frontière conceptuelle. Il montre qu'on confondait des cas qui doivent être distingués, ou qu'on utilisait une notion plus vague qu'on ne le pensait. Face à lui, la bonne question, c'est pas est-ce que l'énoncé est faux, c'est est-ce que la preuve était insuffisante? Est-ce qu'une hypothèse implicite doit être ajoutée? Est-ce que la définition était trop large?
Est-ce que l'objet étudié doit être redécoupé en plusieurs catégories? C'est ce que Lakatos appelle l'idée de concept généré par la preuve. Une preuve, c'est pas démontrer un résultat déjà parfaitement formulé. Ça produit les concepts nécessaires pour que le résultat devienne formulable correctement. Autrement dit, la preuve, elle force les bonnes définitions à apparaître. L'exemple classique chez Lakatos, c'est la formule d'Euler pour les polyèdres. Vous voyez, V moins E plus F égale 2. Au départ, la formule, elle semble fonctionner pour les polyèdres ordinaires. Puis, on a des objets un peu étranges avec des trous, des faces mal découpées, des cas limites. Et chaque contre-exemple force à préciser ce qu'on entend par polyèdre, par passe, par arête ou par décomposition acceptable. La formule oblige à clarifier le domaine où elle a vraiment un sens. On peut donner un exemple plus proche de l'analyse. Au début, on peut avoir l'impression vague qu'une fonction régulière, c'est une fonction qu'on peut tracer sans lever le crayon, qu'on peut dériver et qui se comporte gentiment. Puis les mathématiques construisent des exemples qui séparent ces idées. Une fonction, elle peut être continue sans être dérivable. Elle peut être infiniment dérivable sans être analytique. Elle peut être intégrable dans un sens et pas dans un autre. Et ça, c'est des exemples pathologiques qui ne détruisent pas l'analyse, mais qui l'obligent à devenir plus précise. Et c'est là qu'on retrouve les deux gestes du moteur de découverte. Le contre-exemple force la distinction conceptuelle, et l'oblige à séparer ce qu'on confondait. La preuve réussie, elle permet souvent l'abstraction. Elle montre ce qui était vraiment nécessaire dans le raisonnement, et elle permet de généraliser. Et donc Lakatos montre une image dynamique des mathématiques. Les concepts ne sont pas toujours fixés, une fois pour toutes. Ils se corrigent au contact des preuves, des exemples et des objections. Les mathématiques avancent donc dans une pratique rationnelle, mais cette rationalité n'a pas la forme linéaire des manuels. C'est une perspective qui ouvre vers ce qu'on appelle aujourd'hui la philosophie de la pratique mathématique. Au lieu de regarder seulement les fondements ou les objets abstraits, on regarde ce que font réellement les mathématiciens. Conjecturer, représenter, calculer, dessiner, prouver, réfuter, reformuler, choisir une notation, changer une définition. Lakatos permet de comprendre que le moteur de découverte, c'est pas une contemplation de vérité qui est déjà là, mais une dynamique active. Les mathématiciens formulent des conjectures, ils rencontrent des résistances, ils raffinent leurs preuves, ils transforment leurs concepts, mais cette dynamique, elle a une limite. Raffiner des concepts, ça peut ne pas suffire. Il faut créer un nouvel outil, élargir un domaine, changer les axiomes ou accepter provisoirement un objet suspect. Et on passe du moteur de découverte au moteur d'invention. Inventer ici, c'est introduire un nouvel outil, un objet, un langage, une notation, un cadre ou une règle qui n'était pas imposé directement par le cadre précédent. Une invention mathématique, elle ouvre une nouvelle manière de manipuler, de représenter ou de formuler les problèmes. Cette invention, elle n'est pas libre au sens ordinaire. Les mathématiciens ne peuvent pas décréter n'importe quoi. Pour durer, une invention, elle doit rester cohérente, manipulable, féconde, compatible avec des résultats déjà connus, et suffisamment claire pour être contrôlée par des preuves. C'est pour ça que je veux parler d'un moteur qui est à contre-courant. Les inventions mathématiques peuvent commencer par sembler étranges, artificielles ou même absurdes. Elles ne deviennent acceptables que lorsqu'on leur donne des règles stables, des interprétations, des usages et des preuves. Quand les mathématiques avancent, elles le font au moins de quatre façons. Elles changent d'écriture, elles élargissent les objets, elles changent les règles, ou elles apprivoisent des objets d'abord suspects. En termes un peu plus techniques, on peut parler d'invention représentationnelle, extensionnelle, axiomatique et transgressive. Et c'est pas des catégories qui sont parfaitement séparées. Une même invention, elle peut représenter une structure, élargir un domaine et modifier son cadre à la fois. Elles permettent de mieux comprendre plusieurs façons d'inventer en mathématiques. Donc, déjà, pour l'invention représentationnelle, on ne crée pas forcément des nouveaux objets. Ce qu'on crée, c'est une nouvelle manière de voir. C'est une invention qui fabrique une interface, un tableau, une notation, un diagramme, un système de coordonnées ou un formalisme qui rend une structure plus manipulable. Donc prenons l'exemple des matrices. On a vu qu'on invente un tableau et une règle de calcul, mais que cette invention, elle est contrainte. La représentation est donc inventée, mais les contraintes structurelles qu'elle doit respecter est découverte dans la pratique. On peut aussi avoir les coordonnées cartésiennes qui jouent un rôle comparable. Elles ne changent pas les figures géométriques elles-mêmes, mais elles permettent de traduire des problèmes géométriques en équations. Une courbe devient une relation entre x et y. Une intersection devient un système à résoudre. Un problème de forme devient un problème de calcul. On peut avoir encore plein d'autres exemples. Les diagrammes commutatifs, les graphes, la notation sigma, la notation fonctionnelle, ou alors la notation différentielle, qui ont aussi ce pouvoir. Une bonne notation,
Elle rend des opérations naturelles, elle rend des analogies visibles, elle rend des raisonnements plus faciles à formuler. C'est pour ça que les implantations représentationnelles, elles sont souvent un peu sous-estimées parce qu'elles ont l'air juste techniques, mais pourtant, elles transforment les problèmes qu'on sait poser. Changer de notation, c'est changer l'espace mental dans lequel l'idée devient pensable. Et donc l'implantation représentationnelle, elle montre que les mathématiques, elles progressent non seulement par nouveaux théorèmes, mais aussi par les nouvelles manières d'écrire, de voir et de manipuler. Alors en revanche, représenter autrement, ça ne suffit pas. Il y a des problèmes qui nécessitent d'élargir le domaine même des objets autorisés. Ça, c'est l'invention extensionnelle. On va élargir l'univers mathématique. Par exemple, on peut soustraire sans restriction. On peut diviser plus librement. On peut être capable de prendre des limites. On peut résoudre certaines équations. On veut donner un sens à des objets qui n'existent pas encore dans le cadre admis. L'exemple le plus classique de ça, c'est les nombres. On commence avec les entiers naturels qui permettent de compter, mais si on reste dans les naturels, une équation du type x plus 5 égale 2, elle n'a pas de solution. Et donc les entiers relatifs rendent la soustraction plus libre. Ils ajoutent les nombres négatifs. Ces nombres-là, ils ont longtemps paru suspects, mais ils deviennent naturels dès qu'on veut calculer, par exemple, des dettes, des déplacements orientés, ou alors des différences. Même chose avec les rationnels. Dans les entiers, 3x égale 1, ça n'a pas de solution. Et donc les rationnels vont élargir le domaine pour rendre la division plus libre. On ajoute des objets nouveaux, mais pas par hasard. On les ajoute pour stabiliser des opérations déjà désirées. Alors, en l'occurrence, c'est des objets qui peuvent paraître déjà un peu naturels. Les entiers négatifs et les rationnels, bon, ça va. Alors après, si on parle des irrationnels, des réels ou des complexes, tout cela, ils ont pu paraître étranges à un moment. Puis, ils ont reçu des règles de calcul, ils ont produit des résultats, ils ont trouvé des interprétations, et ils se sont intégrés à d'autres théories et ils sont devenus familiers. Le schéma est régulier. Un objet suspect apparaît, on lui donne des règles, il devient fécond, il trouve une interprétation, puis il est intégré au paysage mathématique. L'objet est inventé comme extension, mais ses propriétés ne sont pas choisies librement. Une fois que l'extension est stabilisée, il y a des contraintes à découvrir. Et donc l'invention extensionnelle élargit le monde mathématique pour rendre certaines opérations possibles et certains problèmes solubles. Mais on peut faire une transformation qui est encore plus radicale. Plutôt que d'ajouter des nouveaux objets à un cadre existant, on peut modifier les règles elles-mêmes. Ça va relever de l'invention axiomatique. Ici, ce qu'on va modifier, c'est les règles du jeu. Les axiomes dans l'histoire, ils ont longtemps été vus comme des évidences absolues, des énoncés qu'on n'a pas à démontrer parce que de toute façon, c'est clair qu'ils sont vrais. Mais en fait, on veut cesser de voir ces axiomes comme ça. On peut les voir comme des hypothèses structurantes dont on peut explorer les conséquences. L'exemple par excellence, c'est les géométries non euclidiennes. Pendant très longtemps, le cinquième postulat d'Euclide, celui des parallèles, il a eu un statut particulier. Il semblait moins évident que les autres. Et on a beaucoup de mathématiciens qui ont essayé de le démontrer à partir des quatre autres. Le basculement, il arrive quand on cesse de vouloir absolument le démontrer. On étudie ce qu'il se passe, si on le remplace, si on le modifie, ou alors si on le nie. Au lieu de chercher la seule géométrie possible, on commence à explorer plusieurs géométries selon les règles de départ choisies. Cet événement-là, il est très important puisqu'il a une double nature. D'un côté, il y a une invention, on accepte d'étudier un cadre axiomatique différent, et de l'autre, il y a découverte. Ce cadre produit une géométrie cohérente, riche, structurée, avec ses propres théorèmes. Les règles sont choisies, mais leurs conséquences ne sont pas arbitraires. On retrouve le même geste dans, par exemple, l'axiomatisation des structures algébriques. Quand on définit un groupe, on parle plus juste de permutation, de symétrie des racines ou de transformation comme ça a été le cas dans l'histoire. On isole des propriétés. Une loi de composition, un élément neutre des inverses, l'associativité. Puis, on va étudier tous les systèmes qui vérifient ces propriétés. C'est pareil pour les anneaux, les corps, les espaces vectoriels, les espaces topologiques. On part pas d'un objet particulier, on choisit un ensemble de propriétés et on explore tout ce que ces propriétés permettent. Donc l'axiomatisation, elle sépare la structure de ces modèles particuliers. Ce point-là, il rejoint directement le structuralisme. Ce qui compte, c'est pas la nature intime des objets, mais le réseau de relations qu'ils vont satisfaire. Les objets, eux, ils peuvent changer, les modèles peuvent varier, mais la structure reste reconnaissable. Et donc, par l'invention axiomatique, les mathématiques sont capables de créer des mondes en modifiant leurs règles de départ. Enfin, finalement, on peut aller plus loin. On peut accepter provisoirement des objets qui semblent violer les règles admises. Changer les axiomes, c'est déjà une rupture. Mais certaines inventions commencent d'une manière encore plus dérangeante. Elles apparaissent d'abord comme des abus, des fictions, des écritures impossibles ou des manipulations suspectes. J'appelle ça l'invention transgressive.
Les nombres imaginaires, c'est un très bon exemple. Dans le cadre réel, racine de moins un, c'est absurde. Un carré réel, ça peut pas être négatif. Pourtant, des expressions de ce genre, elles apparaissent dans la résolution des équations, typiquement les équations du troisième degré. Pendant un temps, on va manipuler ces objets parce que ça fonctionne, quoi. Mais leur statut, ça reste trouble. Et ces objets-là, ils vont devenir acceptables quand on va leur donner un cadre. On définit les complexes, on stabilise les règles de calcul, on les représente géométriquement dans le plan, et l'objet suspect devient donc un outil central. Ce qui semblait impossible dans un cadre naturel devient un cadre élargi et contrôlé. On a une histoire comparable chez les infinitésimaux. Et Leibniz, il s'est à calculer, à raisonner sur des variations et à développer le calcul différentiel. Mais leur statut, bon, qu'est-ce que c'est ça, une quantité plus petite que toute quantité donnée sans être nulle? Ça n'a pas de sens. Et plus tard, on a d'autres cadres rigoureux, par exemple l'analyse non standard, qui permettent de lui donner une légitimité formelle. On a la même chose pour les séries divergentes régularisées, dont j'ai parlé dans une autre vidéo. Une série divergente, ça n'a pas de somme au sens usuel, pourtant on a des procédés de sommation qui permettent de lui attribuer une valeur dans un cadre précis. La transformation, elle consiste donc à manipuler quelque chose qui ressemble à une somme, mais qui n'en est pas une au sens classique. La rigueur, c'est ensuite dire exactement quel procédé on utilise et quelles propriétés il conserve. Le point essentiel, c'est que la transgression toute seule, elle suffit jamais. Un objet, il ne devient pas mathématique parce qu'il est étrange, audacieux ou provocateur. Il le devient quand il reçoit des règles stables de manipulation, quand il résout des problèmes, quand il unifie les résultats ou bien quand il peut être contrôlé par des preuves. Il faut donc distinguer l'audace féconde de l'arbitraire. Les mathématiques acceptent parfois des objets suspects, mais elles ne les gardent pas simplement parce qu'ils sont bizarres, elles les gardent parce qu'ils deviennent féconds et maîtrisables. Ce qu'on retrouve là, c'est l'akatos, un objet transgressif, il naît d'une tension entre une pratique efficace et une justification insuffisante. On sait faire quelque chose, mais on ne sait pas encore exactement pourquoi on a le droit de le faire. L'histoire mathématique, elle consiste à reconstruire un cadre qui rend cette pratique légitime. L'invention transgressive, c'est peut-être la forme la plus visible de l'invention sous contrainte. Elle montre que les mathématiques peuvent intégrer des objets qui sont d'abord suspects, mais seulement en les soumettant à des règles, à des preuves et à des cadres de contrôle. Et on a donc nos deux moteurs. Le moteur de découverte qui met au jour des contraintes par abstraction, distinction, preuve et contre-exemple, et le moteur d'invention qui crée des outils, des extensions, des axiomes ou des objets transgressifs pour répondre aux limites des cadres existants. Il reste à rassembler tout ça dans une vision générale. Les mathématiques avancent par stabilité, prise et reconfiguration. Au fond, ce que je propose, c'est une vision historique et dialectique des mathématiques. On peut distinguer trois étapes à l'avancée mathématique. D'abord, un cadre stable qui organise la pratique, puis un obstacle ou un contre-exemple qui va mettre ce cadre en tension, et enfin, une reconfiguration conceptuelle qui invente un nouvel outil tout en découvrant les contraintes que l'ancien cadre masquait. Cette vision, elle me paraît beaucoup plus féconde qu'une simple alternative entre invention et découverte, parce qu'elle articule trois choses: le contenu mathématique, l'histoire des problèmes et l'activité humaine de formalisation. Les mathématiques sont inventées dans leur langage, leurs outils, leurs présentations et leurs conventions. Elles sont découvertes dans leurs contraintes, leurs invariants, leurs obstacles et les conséquences que ces cadres font apparaître. Elles sont donc inventions sous contrainte et découvertes par reconstruction historique. Une dernière précision, tout ça c'est pas une recette magique pour résoudre les grands problèmes ouverts. On va pas résoudre l'hypothèse de Riemann en appliquant mécaniquement une grille historique. Par contre, cette grille, elle aide à comprendre comment les mathématiques se transforment. C'est aussi une grille pédagogique. Apprendre les mathématiques, c'est comprendre les problèmes qui les ont rendues nécessaires. Enseigner l'histoire des maths, c'est pas ajouter des noms, des dates ou des anecdotes, c'est reconstruire la progression historique par la dynamique des problèmes, des obstacles et des reconfigurations conceptuelles. C'est là que l'histoire prend une véritable profondeur épistémologique et un réel pouvoir pédagogique. Pour conclure, ce qu'il faut retenir, c'est ceci: les mathématiques sont inventées dans leur forme, mais découvertes dans leur résistance.